Bienvenue, j'espère juste que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez juste confirmer dans le chat que tout est OK, que vous voyez l'écran, que vous Bonjour à voyez tous. François et moi également. Est-ce que vous nous entendez bien? Tout est OK. Génial. Super. Vous êtes très nombreux, encore une fois, pour ce webinaire. Donc, évidemment, on va essayer de répondre à vos questions, mais je vous le dis, on a des sessions dédiées à ça demain et après-demain, ainsi que vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va vous repartager les liens. Rapidement, avant de démarrer, pour me présenter, moi je suis Loïc Caravita, directeur avant-vente chez Silae, et je suis accompagné de François. François, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Loïc. Bonjour à tous. François Rémy, donc VP Performance chez Silae depuis 3 ans. Super. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder 3 points, et avec François, on a une mission pas simple, parce qu'il va falloir être ultra pédagogique pour que ça soit compris par tous, puisqu'il y a des actions à faire avant le 15 janvier pour s'assurer qu'il y ait une bonne facturation dans les bonnes catégories, en tout cas, sur 3 thématiques, donc la mise à disposition, les liens capitalistiques et les groupements de sirènes. Et du coup, on va démarrer de suite avec la partie agenda. Donc, on va voir la partie liée à la mise à disposition. Donc, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est la mise à disposition et comment ça se traduit aussi dans le produit pour déclarer ces dossiers-là. On va avoir toute une partie liée aux liens capitalistiques, donc au niveau des cabinets. Là, avec François, on va essayer de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, notamment de rentrer dans des exemples concrets pour vous donner de la visibilité. On a une partie liée au groupement Sirène, donc qui est liée à la grille de paye externalisée, sur lequel on va revenir. Et là aussi, on va vous expliquer comment on va venir déclarer ça dans le produit, puisque tout ça, ça a été livré aujourd'hui. Donc, vous pouvez, à l'issue du webinaire, ou même dès maintenant, accéder à tous les menus qu'on va évoquer. On va rentrer dans le sujet lié à la partie liée à la mise à disposition. Donc déjà, avant de rentrer sur la mise à disposition, chez Silae, on a 2 modes de production de paye. Le premier, c'est l'externalisation. Donc l'externalisation, c'est quand le partenaire va produire la paye pour les clients et que le client finalement va juste être en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'il va peut-être apporter des variables ou même pas, il va les envoyer à son gestionnaire de paye qui va les ressaisir. Donc ce mode-là, c'est le mode où le partenaire produit les bulletins de paye sans avoir d'interaction directe avec le client finalement au niveau de Silae Pay. Ensuite, on a un autre mode de gestion de la paye qui va être la mise à disposition. Dans ce cadre-là, le partenaire en fait va mettre à disposition Silae Pay chez le client final et le client final va opérer lui-même la production complète de son cycle de paye, de la production des bulletins en passant par les déclarations sociales au niveau de la paye. Dans ce cadre-là, généralement, le partenaire est plutôt en mode support, c'est-à-dire que s'il y a des questions, s'il y a des paramétrages spécifiques à faire, c'est là où le partenaire va avoir une valeur ajoutée également sur ce côté mise à disposition. Voilà pour résumer ces 2 modes avant de rentrer dans du coup la partie grille tarifaire. Alors avec François, Lucie, on avait évoqué sur un webinaire précédent du coup le fonctionnement des grilles, mais je vais y revenir très rapidement pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Donc déjà, ces grilles, vous les retrouvez dans votre espace partenaire sur lequel vous allez pouvoir récupérer vos factures et notamment l'annexe 3 dans lequel on a toute la tarification qui est visible. Juste pour rappeler le fonctionnement de ces grilles. On a donc une grille externalisation, donc qui concerne la paye externalisée que je viens d'évoquer tout à l'heure, et une grille mise à disposition. On va venir vous positionner sur des volumes de bulletins produits au niveau des partenaires, et en fait, on additionne les payes externalisées et les payes en mise à disposition pour venir vous positionner, vous voyez, sur les tranches qui sont ici. Et donc forcément, plus vous avez de production, plus les tarifs sont dégressifs. Ensuite, sur la paye externalisée, on a une tarification qui est adaptée selon la taille du sirène avec 3 tranches, 1 à 9 bulletins, 10 à 249 bulletins et plus de 250 bulletins. Ça, c'est pour l'externalisation. Pour la mise à disposition, en 2025, vous le savez, la tarification du coup 2024 est maintenue. Et pour 2026, on a une tarification unique en prix de bulletin. Encore une fois, je vous invite à aller voir la grille tarifaire qui est disponible sur Annexe 3.
Une fois que j'ai posé ça, on va pouvoir rentrer un petit peu dans l'aspect déclaration de la mise à disposition. Donc, en fait, il y a 3 critères clés dans lesquels on va rentrer pour que en fait, votre dossier soit bien considéré comme étant en mise à disposition. Le premier, c'est que vous allez avoir une action à effectuer côté Silay Paye pour justement venir déclarer le dossier en mise à disposition. Et donc là, on a prévu une petite démo, mais pour ceux qui connaissent déjà, vous allez dans Gestion interne, dans le menu client, et vous allez avoir une coche que vous allez pouvoir venir sélectionner. Le deuxième critère, c'est que en fait, votre client ait bien un accès contact complet, donc ayant les droits complets, pour la partie MySilay gestionnaire de paye, donc anciennement Silay Paye. Et dernier critère qui est clé, c'est l'aspect interaction avec l'ensemble des étapes du cycle de paye pour chaque salarié et chaque DSN. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour que vous compreniez. En fait, ce qui va être contrôlé chaque mois, c'est que votre client soit bien dans une production complète de l'ensemble du cycle de paye ou une interaction complète avec l'ensemble du cycle de paye. C'est-à-dire qu'en fait, on va vérifier que l'accès contact ayant les droits complets, donc votre client qui se connecte à la paye, effectue au moins une action sur chacune des étapes qui sont listées ici. Donc, par exemple, le calcul des bulletins, le contrôle des bulletins, les éditions, le calcul des DSN et l'envoi des DSN. Et ce, pour chaque salarié et chaque DSN. Ça veut dire que de votre côté, vous pouvez bien sûr intervenir au niveau du support, du paramétrage, etc. Mais si par exemple, et c'est souvent les exemples qui sont plus parlants dans ce cadre-là, je vais prendre premier exemple, c'est plutôt un gestionnaire de paye chez le client qui est en arrêt maladie ou en congé maternité ou qui est tout simplement en vacances et le client vous demande de prendre le relais. Dans ce cadre-là, en fait, vous allez effectuer la paye pour ce dossier, donc via vos accès collaborateurs. Ce dossier, durant le mois donné, va repasser sur la grille de tarification paye externalisée, puisque l'ensemble du cycle de paye ne sera pas fait par le client final. Je prends un autre exemple pour aller un peu plus loin. Imaginons votre client vous pose des questions sur un calcul de bulletin lié à la sortie d'un salarié. Il ne le fait pas et il vous demande de le faire à sa place. Si donc le partenaire intervient, fait le calcul du bulletin et ensuite le client, lui, va calculer tous les autres bulletins, va faire le contrôle des bulletins, l'édition, le calcul des DSN et l'envoi des DSN, là, encore une fois, ce dossier-là, on ne va pas le considérer en mise à disposition. En fait, ce qui va être important, c'est que votre client effectue au moins de toutes les étapes et une interaction sur toutes les étapes. Donc, je reprends l'exemple du calcul du dernier bulletin, par exemple, pour un salarié qui sort. Il faut en fait que votre client le fasse une première fois et par exemple que vous êtes amené à reprendre la main pour corriger par exemple les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et dans ce cas-là, on restera sur de la mise à disposition. Je vais essayer de le réexpliquer de manière un peu plus synthétique pour m'assurer que tout le monde ait compris. En gros, si je prends un autre exemple, on va avoir un client. Ce client, il faut qu'il ait absolument fait une étape sur chacune, une interaction sur chacune des étapes que vous voyez listées ici. À partir du moment où il a fait une étape, même si vous, derrière, vous repassez sur ce dossier-là, vous supprimez le calcul du bulletin et vous refaites un bulletin, on considérera là qu'on reste en mise à disposition. Ce qui est clé ici, c'est que en fait, le client final doit avoir au moins effectué une de ces étapes pour que justement on reste sur cette partie mise à disposition. On a une petite vidéo à vous montrer juste sur l'aspect déclaration et je laisse mes collègues Jean-Michel et Laurent peut-être noter quelques questions en favoris qu'on pourrait avoir. Comme ça, on pourra répondre à celle-ci. Donc juste, je sors la petite vidéo, je partage mon écran et je vous montre côté paye comment on déclare tout ça. Okay. Hop, j'arrive, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez mon écran sur la petite vidéo? J'essaie juste d'agrandir pour que ce soit visible par tous. J'espère que c'est OK. OK, donc je lance la petite vidéo. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer comment on va venir déclarer
c'est dossier en MAD. Donc au niveau du dossier, aujourd'hui, vous avez le menu tâches à réaliser qui apparaît, qui est visible ici, sur lequel il y a toujours ici la coche mise à disposition demandée. Cette coche est grisée puisque c'est plus depuis cet espace qu'on va pouvoir venir la cocher. Pourquoi on a changé cet aspect-là? Parce qu'avec un accès contact ayant des droits complets, évidemment, on pouvait venir historiquement modifier cet aspect-là. Maintenant, ça se situe donc dans la gestion interne. Donc, bien sûr, il faut que votre collaborateur ait un accès à cette partie-là. Et derrière, ils vont pouvoir rentrer le numéro de dossier et vous voyez, vous avez la case à cocher mise à disposition. Donc ça, c'est pour le faire de manière unitaire. Donc à chaque fois que vous allez venir modifier, voilà, donc là, on va cocher la case, on va venir sauvegarder, il faut bien penser à sauvegarder. Et à partir de là, si on retourne dans tâches à réaliser, on va avoir eh bien, la coche qui s'est mise à jour. Voilà, tout simplement. Je vais ensuite vous montrer un autre aspect qui est super important, c'est qu'on peut, en fait, depuis l'analyse de l'activité, avoir la possibilité bien, de le faire en masse. En fait, vous avez dans l'analyse de l'activité et dans l'onglet dossier, voilà, analyse des dossiers, on va avoir un menu qui va nous permettre en fait de classer les dossiers selon le mode de gestion, donc vous voyez ici. Et à partir de là, donc là, on va sélectionner une agence, ça prend un peu de temps, j'avance un peu la vidéo. Donc ici, voilà, on lance l'analyse, et là, on a tous les dossiers qui sont triés en fonction du mode de gestion. Typiquement, vous voyez, on a externalisation, mise à disposition, demandée. Ici, on va pouvoir venir cocher les dossiers en externalisation, et donc à partir de là, vous voyez, en masse, on peut venir changer l'état et les passer en mise à disposition, demandée. Et on peut faire bien sûr l'inverse pour les dossiers en mise à disposition, demandée, et les repasser en externalisation, tout simplement. Donc à chaque fois, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est qu'on vous explique que votre accès contact doit avoir une interaction avec l'ensemble des étapes du cycle de paye pour chaque salarié, chaque DSN, afin de valider ce dossier en mise à disposition. Donc ça veut dire aussi, pour continuer et prendre un autre exemple, si vous faites de la semi-mise à disposition, par exemple votre client fait les bulletins, mais c'est vous qui faites les DSN, eh bien ce dossier-là ne sera pas sur la grille mise à disposition, il sera sur la grille externalisation au niveau du comportement, tout simplement. Donc voilà au niveau, alors la vidéo recommence, donc c'est parfait. Voilà pour cette partie-là. J'espère avoir été clair, parce qu'évidemment, le sujet n'est pas facile, vous l'aurez noté, mais on peut peut-être s'arrêter pour regarder s'il y a des petites questions sur la partie mise à disposition avant de passer au lien capitalistique. Est-ce qu'on a repéré des questions? Je n'ai pas l'impression en favori qu'il y ait des questions, mais je dis ah si, voilà, bon, ça arrive, très bien. Ok. Donc, je regarde les questions en favoris. Voilà. Donc, si un client fait lui-même ses salaires et nous demande de gérer les DSN, le dossier reste en externalisation. Oui, Laure, c'est exactement l'exemple que je viens de citer. Et je crois que j'ai d'ailleurs quelques questions, réponses à vous partager. Je vais le faire de suite. Je repasse en plein écran pour que ce soit plus agréable. Ça devrait être bon. Et donc, en fait, c'est exactement ça, Laure. Il faut absolument que votre client ait une interaction sur l'ensemble du cycle de paye. Donc, ça va dépendre vraiment de ce que veut votre client, mais là, par exemple, ce que je recommande, c'est de laisser la main en fait à votre client sur les DSN, sachant que si de votre côté, si de son côté, il ne se sent pas à l'aise, vous pouvez toujours vous reprendre la main. Et à partir du moment où il aura fait une interaction sur l'aspect DSN, si vous effectuez des actions correctives, là, on restera bien dans un cadre de mise à disposition, puisque ce qui est important, c'est que l'accès contact ait effectué au moins une action, même si cette action, par la suite, par exemple un calcul de bulletin, est supprimée par le partenaire pour refaire un bulletin. Dans ce cas-là, on reste sur de la mise à disposition. Ce qui est important, c'est qu'on soit vraiment dans une mise à disposition, on va dire, totale, et qu'il n'y ait pas un 50-50 en termes de mission dans lequel où il n'y a que 50% qui est fait par le client. Dans ce cas-là, nous, on est sur de l'externalisation. Rapide petite question, un client en mise à disposition fait ses bulletins, environ une quarantaine, mais le cabinet fait les bulletins des deux cadres de l'établissement. Comment est facturé ce dossier? Donc, sauf erreur de ma part, et Jean-Michel n'hésite pas à me contredire, dans ce cadre-là, en fait,
c'est exactement l'exemple que je prenais. C'est-à-dire qu'il faut que pour chaque salarié du dossier, ça soit fait par l'accès contact, l'accès complet que vous ayez. Donc pour moi, ce dossier-là va rester sur la partie externalisation et ne sera pas en mise à disposition parce que c'est pas complet, tout simplement. Alors, le gros problème de votre accès complet est que le client peut activer MyCLA de lui-même et donc activer les modules de lui-même sans que l'on s'en rende compte. C'est une très bonne question, Dimitri, et j'ai une super nouvelle pour vous. C'est que côté produit, on a validé sur le fait qu'on allait changer ce comportement-là. J'espère que ce sera disponible mardi prochain, mais j'avoue que j'ai assez peu d'espoir parce que c'est très chaud. Sûrement, ça sera disponible, à mon avis, aux alentours du 7 janvier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tous les accès contacts ayant les droits complets que vous avez créés vont en fait automatiquement plus avoir accès au menu MyCLA. Vous pourrez leur redonner un accès si par exemple c'est convenu avec le client comme ça, mais par défaut, ça ne sera plus le cas. Donc là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour vous. Patricia, si le dossier est sur jedéclare.com du cabinet, cela remet en cause la MAD. Non, il n'y a pas d'impact lié à ça. C'est vraiment les actions qui comptent et pas forcément les systèmes liés à la télétransmission pour le coup. Ludovic, mon client a un accès collaborateur, cela remet-il en cause la MAD? Ah oui, oui, ça remet en cause la MAD. C'est pas la bonne pratique de donner un accès collaborateur à votre client. Il faut le passer par un accès contact ayant les droits complets, quitte à lui donner accès à plusieurs dossiers via ce même accès contact, mais pas un accès collaborateur. Comment effectuer un dossier interne en PEI? En fait, c'est une remise qu'on effectue sur la grille externalisation. C'est une bonne remarque, on ne peut pas cumuler PEI et on ne peut pas cumuler également mise à disposition. Donc soit vous flaguez votre dossier interne en mise à disposition, en respectant les cadres que j'ai évoqués auparavant, soit vous le flaguez PEI et dans ce cas-là, ça va être une remise appliquée sur la grille PEI externalisée. Il faut enlever les clés d'accès pour faire l'analyse de l'activité. Ça, il faut le voir avec votre responsable de domaine qui vous donne les droits. Donc, je continue avec Dimitri. On a 2 dernières questions et ensuite on passe au lien capitalistique. Si nous intervenons sur un seul bulletin de paye dans un dossier de 100 payes, il passera en externalisation. En fait, c'est un peu plus fin que ça. Je le remets ici. Hop. En fait, vous pouvez intervenir. C'est juste que il faut s'assurer que quand vous intervenez, soit votre client reprend la main et a bien une interaction sur, par exemple, le calcul du bulletin. Je prends un exemple, Dimitri, pour l'illustrer, mais imaginons que votre client n'arrive pas à faire un bulletin ou n'a pas envie de le faire. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire le bulletin, vérifier, en fait, donc lancer le calcul de bulletin, vérifier que tout est bon. Imaginons qu'il y ait des problèmes, vous corrigez les problèmes, vous ajoutez les primes qui manquent, etc. Vous refaites le calcul de bulletin et vous constatez que tout est OK. Dans ce cas-là, vous supprimez le bulletin que vous avez fait et vous dites à votre client, vous faites maintenant un clic droit et vous lancez le calcul du bulletin et tout est OK. En faisant ça, en fait, vous faites intervenir votre client à chacune des étapes du cycle. C'est ce qui compte, en fait. Juste qu'il intervienne une fois. Après, il y a un autre point. Votre client fait un bulletin et il a un problème et il n'y arrive pas. Dans ce cas-là, vous reprenez la main, vous faites le bulletin à sa place et là, encore une fois, tout est bon. On reste en mise à disposition parce que votre client est intervenu sur l'étape, par exemple, du calcul de bulletin ou du contrôle de bulletin, tout simplement. Marilyn, nous avions déjà mis à jour les données dans les tâches à réaliser. Nous allons donc devoir reprendre toutes ces manipulations. C'est navrant. Alors Marilyn, super bonne nouvelle pour vous. Non, vous n'avez rien à refaire puisqu'en fait, on a conservé tous les paramétrages et les déclarations que vous avez fait historiquement. Donc, tout ce que vous avez fait via le menu tâches à réaliser avec la petite coche, c'est directement remonté. Donc, il n'y a rien à faire. Et comme je l'ai dit, via l'analyse de l'activité, vous allez avoir une vue complète de tous vos dossiers directement. Donc, et là, en masse, vous pouvez faire des manipulations. Mais tout ce que vous avez fait historiquement, en effet, n'est pas perdu. Question de Ornella, le dossier interne. Alors ça, c'est spécifique à nos contrats, c'est que chez Silae, vous avez une remise pour votre usage interne de nos solutions, et notamment de la paye. Et donc, vous pouvez, via le menu qu'on vous a montré tout à l'heure, déclarer que ce dossier est un dossier interne pour profiter de la remise.
À quelle date est prise la photographie de cette production de paye? Alors, toutes les choses qu'on va vous montrer avec François, c'est super important de les faire avant le 15 janvier prochain pour que sur la facture du coup qui va vous être adressée en janvier, on prenne bien en compte tous les éléments que vous allez déclarer, que ce soit la MAD, les liens capitalistiques ou la partie liée au groupement Sirène, tout simplement. J'espère avoir été clair. Si dans le chat, j'ai pas été clair et il faut reprendre 5 minutes à la fin pour se refaire une passe sur ça, n'hésitez pas. François, si ça te va, je te laisse la main sur la partie lien capitalistique. Avec plaisir. Allez. Donc là, on réaffiche les deux grilles externalisation et mise à disposition. Et donc, il y a deux niveaux qui amènent une dégressivité des prix. C'est donc la taille du partenaire qui est affichée en ligne. Donc, plus vous produisez de bulletins, plus le coût du bulletin est faible. Et il y a la dimension client où on a des tarifs différents en fonction de la taille des clients, de 1 à 9 salariés, plus de 250 ou entre 10 et 250. Donc là, les liens capitalistiques, on va, sur cette session, se concentrer sur les liens capitalistiques du cabinet. On n'est pas sur la dimension client, comme pour la mise à disposition, par exemple, ou en suivant sur les groupements de sirènes des clients. Là, on est au niveau d'une dimension partenaire, cabinet ou partenaire intégrateur. Donc, je te laisse passer à la slide suivante. On va commencer par définir les différents types d'agences. Cette question de structuration de cabinet et de déclaration de liens capitalistiques entre vos différentes entités se passe au niveau des agences. Quand je parle d'agences, c'est des agences de production, donc des agences qui sont déterminées en paye. Donc ça, c'est un petit exemple pour exposer un petit peu les différents types d'agences que vous utilisez. Vous avez d'abord une agence principale. Lorsque vous ouvrez un domaine, on vous crée une première agence. Cette agence, c'est ce qu'on considère comme l'agence principale. Lorsque on crée l'agence, on y renseigne un SIRET. Donc, dans l'exemple qui va essayer d'illustrer un petit peu mes propos, considérons que la première agence physique du domaine créée pour, par exemple, un cabinet d'expertise comptable, c'est l'agence principale de Bordeaux. Donc, ce cabinet a plusieurs agences, plusieurs établissements, un à Bordeaux, un à Toulouse, un à Pau et un à Périgueux. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est déterminer les liens capitalistiques entre les différentes agences pour pouvoir cumuler les volumes des différentes agences lorsque le lien capitalistique est avéré et donc vous positionner sur un tarif plus avantageux lié à votre taille. Donc, dans notre exemple, on a une agence physique. La première, c'est l'agence principale de Bordeaux. Ensuite, vous avez d'autres agences physiques, une à Toulouse, une à Pau et une à Périgueux qui sont ici en bleu foncé. Ça, ce sont des agences secondaires. C'est ici qu'on va contrôler, on va le voir sur la slide après, mais on va rester sur celle-ci pour l'instant. Hop, je savais que j'allais t'avoir. Donc, on va voir comment déclarer les liens capitalistiques entre les agences bleu foncé, qui sont votre cabinet, mais qui géographiquement sont à différents endroits. On va voir ça juste après, mais là, on va regarder l'agence virtuelle. Parfois, vous êtes organisé pour, par exemple, c'est l'exemple le plus courant, mettre vos dossiers en mise à disposition dans une agence dédiée. Donc, vous avez à ce moment-là une agence virtuelle qui est une agence secondaire, parce que c'est jamais la première agence qui est créée sur le domaine, pour un ou plusieurs clients. Donc, ce qui convient de faire tout d'abord, c'est de s'assurer que vos agences virtuelles, qui ne sont pas des agences physiques et généralement des agences pour la mise à disposition, ont bien le même SIRET que votre agence principale. Donc, dans l'exemple, si mon agence principale, qui est la première créée sur le domaine à Bordeaux, a le SIRET A, il faut que le SIRET de l'agence virtuelle qui permet la mise à disposition des dossiers ait le même SIRET A. D'accord? Donc, ça n'a aucun impact, parce que je suppose qu'on va avoir la question sur jedéclare.com ou Net Entreprise, c'est-à-dire tous les paramétrages liés à la télétransmission, à la DSN vont rester en l'état. Par contre,
nous, on va considérer que l'agence physique de Bordeaux et l'agence secondaire qui, en l'occurrence, est dédiée aux clients Decathlon, c'est le même SIRET, donc c'est le même cabinet, donc je cumule bien les volumes. Et on a eu la question tout à l'heure, oui, la taille du partenaire est déterminée par le volume de production, d'externalisation, plus de mise à disposition. Donc un cabinet, dans notre cas par exemple, qui produit 5000 bulletins, si dans les 5000 bulletins, il y a 1000 bulletins qui sont à l'agence virtuelle secondaire dédiée aux clients Decathlon, on la prend bien en compte dans la taille du partenaire qui amène à un tarif plus intéressant. D'accord? Donc, premier point, c'est vos agences virtuelles qui n'ont pas de SIRET, qui sont dédiées généralement à la mise à disposition, doivent avoir le même SIRET que votre agence principale. Et l'agence principale, c'est la première qui a été créée au moment de la création du domaine par Silae. Ensuite, on va voir la vraie question des liens capitalistiques, parce qu'à aucun moment, on vous demande de valider des liens capitalistiques entre un expert comptable et Decathlon. D'accord? Donc ça, on l'a mis de côté. Et là, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Voilà, donc, une fois qu'on a mis de côté Decathlon, on est maintenant sur les agences physiques, et c'est là où on va regarder et on va vous demander de déclarer les liens capitalistiques. Donc là, j'ai un autre cas d'un client qui fait 4000 bulletins de paye. J'ai l'agence A qui produit 2500 bulletins de paye, c'est l'agence principale. Il a l'agence B qui produit 1000 bulletins. Si c'est le même SIREN, donc là c'est souvent le cas, c'est-à-dire que j'ai mon agence à Bordeaux qui a un SIRET, j'ai mon agence à Libourne qui a un autre SIRET, mais le SIREN est commun. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas de déclaration à faire. Dans la paye, on va tout de suite réconcilier les deux SIREN et donc considérer par défaut que on cumule les 2500 bulletins de l'agence A et les 1000 bulletins de l'agence B pour déterminer la taille du partenaire. Ensuite, il y a l'agence C. L'agence C, c'est pas le même SIREN. C'est-à-dire que ça peut être un cabinet que vous avez racheté, ça peut être une entité qui ne porte pas tout simplement le même SIREN que l'agence principale. À ce moment-là, on va vous demander de déclarer sur l'honneur le lien capitalistique. Pour pouvoir déclarer le lien capitalistique, il faut que vous déteniez au moins 50% des parts de l'agence concernée. Et à ce moment-là, on va le voir ensuite. Dans la paye, vous allez donc déclarer sur l'honneur que l'agence C et l'agence A ont bien un lien capitalistique de plus de 50%. Et c'est cette déclaration sur l'honneur qui fera qu'on va cumuler aussi, et c'est illustré ici en vert, les bulletins de l'agence C, même si elle n'a pas le même SIREN que l'agence principale, et même si, parce qu'on va considérer que vous avez déclaré sur l'honneur que ça fait bien partie de votre entité. En jaune, vous avez une agence pour laquelle, donc par exemple Périgueux, pour laquelle, qui produit 200 bulletins, pour laquelle vous ne pouvez pas déclarer de lien capitalistique supérieur à 50% parce que ça n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, vous allez la voir dans l'interface de paye comme une agence sur laquelle il faut statuer, c'est-à-dire qu'il faut dire s'il y a les liens capitalistiques ou non. Cette agence, vous allez déterminer qu'il n'y a pas de lien capitalistique parce que vous ne détenez pas 50% des parts de cette agence D. Et on va maintenant passer à droite sur la grille partenaire. Comment ça va se passer en termes de facturation? On va cumuler les verts, donc les 2500 bulletins de l'agence A, les 1000 bulletins de l'agence B et les 500 bulletins de l'agence C. Et donc, ça va positionner le partenaire sur la tranche de 4000 à 5000 bulletins. L'agence D, pour lesquelles vous n'avez pas les liens capitalistiques supérieurs à 50% et qui produit 200 bulletins, va être finalement isolée et elle va être facturée comme si c'était un partenaire qui travaille directement avec Silae sur un volume de la première ligne de 1 à 500 bulletins. Donc, on va cumuler les verts, on va cumuler les volumes des agences pour lesquelles les liens capitalistiques sont bien déclarés et on va isoler les volumes des agences pour lesquelles vous n'avez pas les liens capitalistiques requis. Ok, j'espère que c'est clair. Je pense qu'on va avoir des questions. C'est sûr. Est-ce que tu veux que je monte la vidéo avant de passer à la partie questions-réponses? Oui, avec plaisir. Sujet.
Taf. Ça arrive de suite. Donc là, on va vous montrer comment dans le produit aller opérer ces déclarations. Alors. Et même principe, il faut que ce soit fait au plus vite. Hein. On dit le 15, mais le plus tôt c'est fait, le mieux on se portera tous. Donc la deadline, c'est le 15 janvier, mais faites-le au plus tôt, sachant que ce sujet lien capitalistique, il est en paye depuis quelques temps. Ouais. Donc là, on est sur notre agence principale. On voit les agences secondaires. Donc en haut, vous avez l'en-tête avec l'agence principale Paris, avec un SIRET. Et vous avez ensuite la liste des agences secondaires du domaine. Tant que c'est à faire, c'est que ça n'a pas été statué. C'est ici, on va le suivre ensemble. Donc gestion interne, gestion des agences, et du coup on a à droite le menu lien capitalistique où on retrouve du coup les informations sur le menu, et c'est exactement ce qu'évoquait François, c'est-à-dire que à partir du moment où en fait on a un sirène qui est identique, c'est automatiquement détecté, on ne va pas vous demander d'avoir d'action sur des liens capitalistiques. Donc si aujourd'hui vous avez deux agences et elles portent le même sirène, vous n'avez pas vu ce message, c'est normal, rassurez-vous. Par contre, là ici, on a deux autres exemples. Donc l'agence tête à Bourges et le code agence lien, on va dire, lien démo, et sur lesquels en fait il y a du coup une action à faire parce que on n'a pas reconnu les sirènes. Et donc là, on va pouvoir venir déclarer le fait que on a des liens capitalistiques ou non sur chacune d'entre elles. Donc si je prends le lien démo qui est une agence virtuelle dans laquelle on a regroupé un client, tous les dossiers MAD dans un but de simplifier l'organisation, bah dans ce cas-là, on va dire oui, il y a des liens capitalistiques, parce qu'en fait, c'est nous. C'est juste que d'un point de vue orga, on a créé cette agence virtuelle pour l'avoir. Non, justement. En fait, si dans lien démo, c'est une agence qui est dédiée à la mise à disposition, il faut que le SIRET, qui est renseigné ici, soit le même que l'agence principale. Donc vous n'avez pas à déclarer les liens capitalistiques avec des agences de mise à disposition. Il faut dès le départ, et du coup l'agence sera considérée comme avec le même sirène, comme l'agence de Lyon, parce que vous aurez au niveau de l'agence directement renseigné le même SIRET que l'agence principale de Paris. Et les cas où vous avez à déclarer, c'est les cas donc hors agence dédiée à la mise à disposition, puisque là le système va reconnaître le même sirène et va pas vous demander de statuer. Et donc en l'occurrence typiquement l'agence de Bourges. Donc l'agence de Bourges, le système voit un SIRET, il reconnaît pas la racine sirène en la comparant avec l'agence de Paris, qui est l'agence principale, et donc il vous est demandé de statuer. Soit vous avez les bons liens capitalistiques et l'agence de Bourges, vous la détenez à plus de 50%. À ce moment-là, vous cliquez sur « Avec lien capitalistique » et vous allez être amené à déclarer sur l'honneur. Soit vous n'avez que 35% des parts de l'agence de Bourges et à ce moment-là, vous allez statuer qu'il n'y a pas de lien capitalistique. D'accord? Donc, vos agences virtuelles dédiées à la mise à disposition, vous faites bien pour que les SIRET qui sont renseignés au niveau de ces agences soient bien les mêmes que l'agence principale. L'agence principale étant la première agence créée sur le domaine. Ensuite, vous renseignez les SIRET de vos agences et le système va vous mettre en exergue les SIRET qui diffèrent du SIRET de l'agence principale. Et c'est sur celle-ci que vous allez devoir déclarer si oui ou non vous avez les liens capitalistiques à hauteur de 50%. Ok. Du coup, je pense que c'est super clair. La vidéo, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller très loin, mais en gros, c'est juste deux coches. Je certifie sur l'honneur en bas et derrière, vous validez en haut à droite et c'est pris en compte. Donc ça, c'est super important de le faire très rapidement avant le 15 janvier, voire dès maintenant si vous avez beaucoup d'agences, notamment. C'est good pour moi. Il y a pas mal de questions avant de passer au groupement Sirène. Il y a une première question. La coche dossier interne, c'est pour le dossier du cabinet. Donc en fait, et une autre question, pourriez-vous rappeler l'offre PEI? Donc PEI, c'est pour équipement interne. Et donc dans ce cadre-là, dans le produit, vous avez une coche qui vous permet de spécifier que ce dossier est votre dossier interne et du coup d'avoir une remise appliquée dans ce cadre-là. Et donc côté paye,
c'est via ce que vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez venir cocher et déclarer que c'est le dossier interne pour bénéficier de la remise. Et c'est ça sur chacun de nos produits. La BI, par exemple, Expense, etc. Vous retrouvez aussi cette option de PEI. Je vais juste repartager la présentation et on va enchaîner sur les questions. Il y en a pas mal. Donc, j'ai répondu à la partie PEI, j'ai répondu à ça. Question de Marie-Laure. Nos agences secondaires n'ont pas le même sirène que l'agence principale, mais elles ont les mêmes liens capitalistiques. Donc le système, SIRET, c'est plutôt normal que les établissements n'aient pas le même SIRET. Si la racine sirène, donc vous avez le SIRET qui fait 13 chiffres, le sirène qui en fait 9 de mémoire. Oui. Donc si au niveau du sirène, ce sont les mêmes, c'est la même racine, rien vous sera demandé. Par défaut, ça cumulera les volumes. Et dans la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure, il dira c'est le même sirène, parce que ce qu'on regarde, c'est pas le SIRET, c'est le sirène. Si vous avez les bons liens capitalistiques à hauteur de 50% et que le système ne matche pas les deux sirènes, c'est là où vous dites, moi je sais que j'ai les bons liens capitalistiques avec mon agence secondaire, donc je coche avec lien capitalistique et je déclare sur l'honneur que c'est bien le cas pour que l'agence secondaire soit bien, les volumes de l'agence secondaire soient bien cumulés. Donc le même sirène ou le même siret. En fait, dans la paie, ils vont renseigner des sirettes, mais nous, ce qu'on va contrôler au niveau de la mécanique de lien capitalistique, c'est les sirènes. Mais donc, au niveau des agences, de toute manière, vous renseignez des sirettes, et nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est bien le même sirène. Donc, généralement, quand vous avez une agence à Bordeaux, une agence à Limoges, et que c'est la même entreprise, ce sont deux établissements, donc ils ont un sirène commun, mais par contre, ils ont un siret différent. Donc là, vous renseignez le siret de Bordeaux, le siret de Limoges, et le système va comprendre que la racine est la même, et donc va considérer que les volumes sont accumulés sans que vous ayez à déclarer de lien capitalistique. Il y a une question de Cathy et de Geneviève qui est assez intéressante. Quel est l'intérêt de la création d'une agence virtuelle pour la MAD et Geneviève qui rajoute, pourquoi faut-il créer une agence pour Decathlon? Non. Alors, je vous invite pas à créer des agences pour vos mises à disposition. Par contre, on sait, en fait, l'usage de Silay était assez permissif. C'était un produit qui était très ouvert. On pouvait faire de l'externalisation, de la mise à disposition, créer des domaines, des plateformes, et donc, je vous invite pas à créer des agences virtuelles. Par contre, on sait que certains d'entre vous ont des agences virtuelles dédiées à la mise à disposition. Il y a d'autres partenaires qui ont des agences dédiées au TTPE. Il y a d'autres qui vont avoir des agences dédiées, je sais pas, à des bulletins dans le BTP, par exemple. Donc, on prend ça comme exemple pour que ceux qui sont concernés comprennent l'action qu'ils ont à faire. Par contre, je ne vous invite pas à créer des agences pour la mise à disposition. La mise à disposition se passe au niveau des dossiers. Tout ce qu'a expliqué Loïc tout à l'heure se passe bien au niveau du dossier. Ça peut être dans votre agence, vous pouvez être mono-agence, j'ai qu'une agence. Dans mon agence unique, j'ai des dossiers qui sont en mise à disposition. Ça marche très bien ainsi. Donc, il ne faut pas créer d'agence pour Decathlon. Ouais. C'est juste une question d'organisation qu'on a vue chez beaucoup d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de créer d'agence virtuelle sur la MAD. Question de Christophe. L'agence D sera facturée sur le compte de l'agence A. Donc ça, c'est le graphique que j'ai ici. Est-ce que tu peux revenir sur ça, François? Oui. En fait, donc, quand on va lancer le run de facturation fin janvier, l'agence D, pour l'agence D, on va créer un code de facturation à part qui va permettre de retrouver nos petits, vous comme nous. Donc, on va créer un code automatiquement, un code de facturation, mais c'est bien comme en décembre, le cabinet qui produit la paye qui sera facturé. Donc, la facture, elle n'est pas envoyée à l'agence D, elle restera envoyée au compte client, au compte partenaire qu'on a chez nous, mais on aura créé un code à part pour isoler l'agence D.
Une question de Elodie. Dans l'exemple pour l'agence C, est-ce que c'est strictement plus de 50% ou supérieur ou égal à 50%? Alors, c'est une bonne question. Il me semble que c'est Je crois strictement que supérieur à 50%. Jean-Michel, est-ce que Joker, est-ce que tu Ouais, la strictement réponse? supérieur à 50%. c'est strictement, ok. Strictement supérieur à 50%. Merci à toi. Question de Didier, il faudra préciser la notion de lien capitalistique. Il s'agit aussi des liens indirects via une holding. Et là, je n'ai pas la réponse, François. Est-ce que tu as une idée sur ça? Alors, je veux surtout m'assurer qu'il n'y ait pas une incompréhension avec la notion de lien capitalistique des clients. Parce que cette question se pose aussi dans le thème qu'on va aborder jusqu'après. Donc, en gros, si vous avez une holding et que les entités du cabinet ou du partenaire, on reste bien à ce niveau-là, ont bien les liens capitalistiques au-delà de 50%, à ce moment-là, vous cochez que vous avez avec liens capitalistiques sur les agences là où ils vous le demandent, et vous déclarez sur l'honneur que vous avez la bonne holding qui fait que vous pouvez déclarer sur l'honneur que vous avez les liens capitalistiques à strictement plus de 50%. Je continue rapidement. Nous avons, donc Isabelle, nous avons 3 agences, mais une seule produit les bulletins de salaire. Faut-il déclarer les liens capitalistiques? Je dirais oui. Je dirais oui. Je sais pas trop ce que au cas où qu'il y ait de la production sur les autres agences, l'intérêt de déclarer. En fait, pourquoi on fait tout ça? C'est que dans le cas d'Isabelle, si vous avez 3 agences, pour l'instant vous produisez que sur une, et que, je ne sais pas, demain vous avez un autre gros dossier qui arrive dans une agence et qu'il y a un gestionnaire de paye de cette agence qui est amené à le traiter, si vous ne faites pas les liens capitalistiques, on ne va pas cumuler les volumes. C'est l'histoire des A plus B plus C pour vous positionner dans la tranche. Donc oui, il faut le faire. Et en plus de ça, dans le produit, c'est quand même très simple. Donc faites-le, ça coûte rien et ça vous permet de cumuler des tranches. Donc c'est quand même super intéressant sur la facture. Oui, et je sais pas trop ce qui est fait sur les autres agences. Peut-être que c'est de l'ancillaire, je sais pas, peut-être de la GED ou de la production de produits de démat ou je sais pas. En tout cas, statuer tout, ça évitera des créations de code de l'agence en jaune pour rien. S'il n'y a pas de bulletin, autant s'épargner la création d'une agence dédiée. Il y a une question de Florence sur les agences principales. Donc, toujours la même question. L'agence principale qui, historiquement, était la première agence, n'est plus l'agence principale. Oui. Est-ce que je peux changer l'agence principale? Non. Non, on ne peut pas. Non, okay. On peut pas. Non, on peut pas. Alors c'est vrai que peut-être que vous avez démarré votre activité Siley il y a très longtemps, 10 ans, que depuis il y a eu des rachats et que finalement c'est plus l'agence maître. Mais la notion n'est pas tellement l'agence maître. Il faut considérer que c'est vraiment une option agence une question d'agence principale de structuration du domaine de paye. Voilà, c'est pas parce que votre agence principale produit, c'est pas parce que votre agence maître, on va dire, produit beaucoup plus de bulletins que votre agence principale que au niveau de la structuration du produit, l'agence principale reste la même. Donc de toute manière, on peut pas la changer. C'est créé au niveau du domaine par nos services opérations. Et non, on peut pas revenir dessus. Donc il faut faire avec et statuer en connaissance de cause. Question de Audrey. Nous avons 3 cabinets, donc nous avons créé une agence principale et 2 agences secondaires pour une question d'organisation interne. Mais ce n'est que l'agence principale qui effectue les payes, donc nous devons redéfinir les 2 autres agences en virtuel, si je comprends bien. Non, oubliez, aujourd'hui, si ça ne vous parle pas, l'agence virtuelle, vous n'avez rien à faire. Concrètement, sur cet aspect-là, il faut juste déclarer vos agences. Le mot virtuel, c'est des partenaires aujourd'hui qui ont créé une agence pour une question d'organisation interne, pour mettre des gros clients dessus, par exemple. Et ça n'a aucune obligation de votre côté de reprendre cette organisation-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on vous demande de déclarer si des agences ou non vous appartiennent. Pour ceux qui ont des agences virtuelles, il faut les déclarer comme en rentrant le même sirène, comme ça on comprend qu'elles sont à vous, parce que c'est vos clients. Et pour toutes les autres, c'est en fonction des liens capitalistiques strictement supérieurs à 50%. À partir de ce moment-là,
vous cochez la case, vous certifiez sur l'honneur et tout va bien. Voilà. Question de César, super intéressante. Le siège dispose de 49% et moi de 2% à titre personnel, soit 51% au total. Quelle interprétation? Je ne sais pas répondre à cette question-là parce que le moi à titre personnel, c'est un peu bizarre, mais François, est-ce que tu as la réponse par hasard? Disons que celui qui déclare sur l'honneur, c'est qu'il est déjà habilité à déclarer sur l'honneur. Et donc, si c'est cette même personne qui, à titre personnel, a 2% des parts, elle s'engage quand elle déclare sur l'honneur. Donc, pour moi, je dirais oui. Parfait. Et on a sauté une question, mais ça tourne un peu autour de la question des agences principales et secondaires de Audrey. Donc, nous avons 3 cabinets. Donc, nous avons créé une agence principale et 2 agences secondaires. Ah, tu l'as traité, pardon. Ouais, c'est bon. Il y a pas mal de questions sur la coche dossier interne, Oui. PEI. Et en fait, ça n'a aucun rapport avec le sujet du jour, je tiens à le préciser. Il n'y a pas besoin de toucher à ça aujourd'hui. Je le réexplique. Dans gestion interne, client, vous allez chercher votre dossier et vous pouvez cocher cette case dossier interne. Ça vous permet d'avoir, je crois, historiquement, c'est 30% de remise uniquement sur ce dossier. Et comme on l'a expliqué, en fait, c'est une remise qu'on fait dans le cadre de l'utilisation des produits SILAE pour l'usage interne du cabinet, pour vous motiver à utiliser tous les produits SILAE afin de faciliter aussi la commercialisation. Mais ça n'a aucun rapport avec les liens capitalistiques, la mise à disposition ou les groupements sirènes. C'est au même endroit dans le produit, certes, mais ça n'a pas de rapport. Donc, il n'y a pas d'action à faire. En tout cas, aujourd'hui, on ne vous demande pas de faire d'action sur ça. Ce qui est demandé ici, c'est de déclarer les liens capitalistiques de vos agences. Ceux qui ont des agences virtuelles, de bien renseigner les mêmes sirènes. Dans les cadres où vous avez des liens capitalistiques, de les déclarer. Sinon, vous n'avez rien à déclarer finalement et on va automatiquement ajuster la facturation. De déclarer les dossiers qui sont mis à disposition et de bien surveiller les règles qu'on a expliquées auparavant d'ici le 15 janvier. Et on va passer au groupement sirène qui est la dernière partie. Il nous reste 13 minutes et je propose, à moins que tu aies vu une question que tu veux traiter absolument, sinon ça va être compliqué. Oui, celle de Valérie parce que je pense que c'est le cas de beaucoup quand même quand on regarde nos données. Valérie qui nous demande, donc s'il n'y a qu'une seule agence, nous n'avons rien déclaré, oui. Et c'est très majoritairement le cas de nos partenaires. Donc pour ce qui est de cette question des liens capitalistiques, si vous avez qu'une agence, vous n'avez rien à déclarer. Vous n'avez qu'une agence principale et vous pouvez oublier tout ce qu'on vient de se dire. Top. On passe au groupement sirène et ensuite on essaiera de refaire peut-être une démo de cet aspect dossier interne parce que je vois que tout le monde a des questions sur ça. Ok, groupement sirène. Donc juste pour reprendre la grille parce que c'est quand même clé. Là, ça concerne que les dossiers en externalisation, d'accord? Tous ceux qui sont donc en mise à disposition ne sont pas concernés par les groupements sirènes. Les groupements sirènes, c'est ce qui va nous permettre en fait de venir déclarer que par exemple on a 10 dossiers ici, 10 dossiers ici, et ces dossiers on va venir les cumuler pour dépasser la tranche des 250 salariés. Et donc en fait dans le produit, on a une fonction qui permet de déclarer ces groupes. Il y a des règles pour déclarer ces groupes. Ce sont des règles, alors je ne vais pas te dire de lien capitalistique, mais on va parler de lien de détention, comme ça on sépare bien les deux sujets. Là aussi, strictement supérieur à 50% entre les deux filiales. Donc en fait, entre les filiales, pas les deux, mais entre les filiales des sociétés. Donc là, par exemple, c'est la société mère, l'entité mère, elle a 250 bulletins qui sont produits. La filiale F1 a 8 bulletins, l'autre F2 a 2 bulletins. En fait, on vient cumuler ces bulletins. Donc au final, ça nous fait 250. Et donc au lieu que ce dossier soit facturé avec 2 dossiers de 1 à 9 et un dossier de 10 à 249, on va cumuler les 250 et on va le positionner sur la tarification supérieure à 250 salariés. Je répète, ça concerne que l'externalisation. Et donc, pour vous montrer dans le produit comment ça fonctionne, hop, petite vidéo. Ça arrive. Je vais juste fermer les autres pour éviter de... Voilà. J'espère que c'est bon. Tac.
Donc, démo sirène, ça doit être ça. Ok, je pense que c'est bon. Ouais. Ok, donc en fait, toujours pareil, dans la gestion interne, vous avez un menu qui s'appelle groupement des sirènes. Gestion des groupements de sirènes, pardon. C'est un nouveau module, il vient d'apparaître aujourd'hui, vous l'avez en prod. Il est lié à un nouveau droit au niveau des admins collaborateurs du cabinet. Donc là, c'est très simple. Alors là, mon collègue va juste se chercher, il met un peu de temps, et il va aller dans la gestion des droits. Et donc, en fait, en cliquant sur la gestion des droits, on va avoir l'onglet gestion interne qui va venir dérouler. Donc voilà, ça met un peu de temps. Une fois qu'il est sur la gestion interne, il va avoir un menu. Donc voilà, paramétrage et gestion des groupements. Donc c'est ce droit-là qu'il faut venir cocher. Et ça va permettre en fait eh bien, à ce collaborateur de pouvoir, voilà, donc là on va se connecter avec le bon profil, de pouvoir venir se connecter et de déclarer les groupements de sirènes. Donc j'avance un petit peu la vidéo. Donc on revient, on est connecté, on a bien accès à ce menu gestion des groupements de sirènes. Donc une fois qu'on clique sur ce menu, en fait c'est finalement assez simple. Vous allez avoir à droite toute la partie liée à l'export des sirènes et export de la déclaration sur l'honneur. Donc ces deux documents, ils vont être à exporter et ils vont vous permettre d'une part de remplir la déclaration sur l'honneur, comme quoi eh bien, les dossiers respectent bien les conditions que j'ai évoquées, donc strictement supérieurs en termes de lien de détention au niveau des groupements sirènes. Et vous avez le fameux fichier Excel que mon collègue est en train de vous partager, qui va en fait ressortir directement eh bien, l'ensemble des sirènes que vous avez avec les raisons sociales et qui va vous permettre de déclarer les groupements. Donc pour déclarer les regroupements, il faut juste rentrer le nom d'un groupe directement sur la colonne C et la colonne D vous permet de laisser un commentaire. Il faut savoir que toutes ces actions en fait sont tracées d'ailleurs, donc on sait qui a modifié quoi au niveau de la paye via le menu historique modification. Ça, on va le montrer après. Donc là, j'ai juste à renseigner le nom du groupement. J'ai vérifié avec l'équipe produit, mais on ne tient pas compte des espaces. Donc si vous mettez un espace à la fin du mot groupe et que sur les autres, vous n'en mettez pas, ça sera bien rattaché au même groupe. Donc ça, finalement, c'est à faire une fois. Hein, on déclare toutes les sociétés du groupe. Et à partir de là, on va pouvoir venir réuploader le fichier. Donc là, voilà, on peut préciser des commentaires. Je vais avancer. Donc voilà, on va avoir voilà, l'import. Et donc là, on va venir directement eh bien, accéder d'abord à la déclaration sur l'honneur que j'évoquais auparavant. Donc tout ça, tout ce qu'on vous montre avec François, vous pouvez le faire dès maintenant au niveau de la paye. Et donc là, on va vous demander de remplir les éléments ci-dessous. Donc c'est la personne qui agit en tant que, j'ai envie de dire, décideur au niveau du cabinet, qui a la responsabilité de ça, qui va pouvoir du coup venir signer et dater la déclaration sur l'honneur. Une fois que c'est fait, en fait, on va pouvoir cliquer sur le bouton à droite import. Et donc là, on va vous demander d'importer le fichier lié à la déclaration des groupements et votre déclaration sur l'honneur. Une fois que vous avez fait ça, voilà, donc là, ça va prendre un petit peu de temps, voilà. Donc bien sûr, il faut bien remplir les deux. On ne peut pas le faire sans la déclaration sur l'honneur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez avoir votre fichier qui va être pris en compte. Alors, vous avez ici, je mets pause, à droite, différents statuts, je peux attendre un petit peu, voilà, qui sont ici. Donc, vous voyez, il y a plusieurs statuts qui sont visibles. On a un statut en attente de validation qui, en fait, invalide votre dernier import. Et donc, en fait, on a plusieurs statuts, comme j'évoquais. Donc, invalider, c'est que en fait, vous avez fait un nouvel import qui est donc à invalider votre avant-dernier import, finalement. Le statut validé, c'est que c'est validé par les équipes de SILAE, que ça a été contrôlé. Le statut refusé, c'est que tout simplement, ça a été refusé au niveau des groupements par SILAE. Et on a un statut également pris en compte. Ça veut dire que, que c'est bien pris en compte pour la facturation. Par contre, il n'y a pas eu encore de contrôle de la part de SILAE sur la détention des liens entre les différents groupes, entre les différentes sociétés des groupements, tout simplement. Donc ça, c'est à faire avant le 15 janvier pour tous vos groupements. Sachez que, en fait,
à chaque fois que vous allez devoir faire une modification, un ajout, je ne sais pas, vous signez notre société qui fait à nouveau partie du même groupe, eh bien, on va vous demander à chaque fois de venir exporter les sirènes. Et quand vous exportez les sirènes, on tient compte des modifications et des déclarations que vous avez faites. Donc, en fait, on va retrouver tous les groupements que j'ai rentrés la dernière fois et j'aurai juste à ajouter la société qui vient de se rajouter. De même, on va vous demander à nouveau une déclaration sur l'honneur quand vous faites une mise à jour. On a prévu que la déclaration sur l'honneur, vous puissiez l'utiliser 3 mois, donc la recharger, même si elle date de 3 mois. Ça peut vous permettre, en cas d'oubli ou d'erreur, de faire un petit ajustement sans devoir le lendemain re-signer une déclaration sur l'honneur. Voilà, c'est le système. Pour le moment, on sait qu'on a déjà eu des échos. Voilà, c'est des choses qui vont venir évoluer aussi dans le produit. Et je suis sûr qu'à l'issue du webinaire, vous nous ferez part de commentaires qui vont nous permettre éventuellement de venir améliorer cette partie-là. Je finalise avec la vidéo. Donc voilà. Donc là, il y a mon collègue qui nous montre exactement ça. Et donc, en fait, on va repasser côté administration. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans le menu administration, bien sûr, il faut avoir les droits. Vous avez un onglet historique modification, vous savez, qui permet notamment de tracer quelles ont été les modifications faites au niveau de SILA et Paye. Et en fait, on a une vision concrète de tout ce qui est fait. Alors là, d'ailleurs, je suis passé un peu vite, je suis désolé, je vais juste revenir dessus. Et en fait, hop, voilà, donc s'il va dans l'historique modification, s'il clique sur la première ligne, voilà, donc je ne sais pas s'il le fait ici. Donc là, non, c'était juste la connexion réussie, très bien. Mais concrètement, ça nous permet en fait d'avoir une vision et bien sur qui a changé les groupements, à quel moment. Donc tout est tracé. Pareil au niveau des changements de statut, mise à disposition, externalisation, c'est quelque chose qui est tracé. On va passer à la partie questions-réponses. J'espère que j'ai été clair sur la partie groupement. Encore une fois, avec François, on essaie d'être ultra pédagogique. Et on voit que vous avez beaucoup de questions. Donc, on essaye de faire en sorte de vous donner toutes les réponses que vous attendez. Ah oui, avant de passer aux questions, Loïc. Ouais. L'intérêt de créer des groupements, vous l'aurez compris, c'est dans la grille d'externalisation d'aller profiter de tarifs plus intéressants. Mais ça n'est valable que si votre groupement dépasse les 250 salariés. C'est-à-dire que si vous avez des groupements qui, lorsque vous cumulez toutes les entités du groupe font moins de 250 salariés, c'est pas la peine de vous embêter à le déclarer comme un groupement parce que ce sera plus avantageux d'avoir des entités exposées au tarif de 1 à 9 que de 10 à 250. Donc la grille, elle est conçue de telle manière que le tarif le plus onéreux, on va dire, c'est la tranche de 10 à 249. Les 1 à 9, c'est moins onéreux. Et les plus de 250, c'est moins onéreux. Donc, vous n'avez aucun intérêt, finalement, à essayer de cumuler des groupements qui finissent par faire 150 salariés. Puisque 150 salariés, ça vous sera désavantageux. Donc, vous faites cet exercice de groupement, de regroupement de vos clients exclusivement lorsque vous savez que vous allez passer la barre des 250 salariés. Sinon, ça va vous desservir. Oui, tout à fait. C'est un point super important, mais ça, pour le coup, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est exactement ce que François disait. C'est si vous pensez que ça vous fait profiter d'un meilleur tarif, dans ce cas-là, évidemment, faites-le. Si c'est pas le cas, il n'y a pas d'obligation à déclarer ces groupements sur cette partie-là. Et je vais donner un exemple assez simple. Si vous avez, calculez déjà l'intérêt que vous avez à regrouper vos clients, chacun, avant de les déclarer. Il peut être plus avantageux pour vous de garder un groupe de 255 salariés parce que ce sont plein de petites entités éclatées de moins de 10 salariés. Il sera plus avantageux de ne pas le déclarer comme un groupe. Regardez la grille tarifaire, voyez à quel moment vous avez un intérêt et ne statuez les groupements. Faites l'exercice qu'a exposé Loïc que, évidemment, sur les groupements qui vous permettraient d'obtenir un tarif plus intéressant dans la grille. Je précise également que le webinaire est enregistré. Donc, je sais que des fois, ça va vite. Sachez que vous pouvez regarder le replay, je crois, dans les 10 minutes après la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revenir sur la vidéo de où ça se trouve,
dossier interne ou comment on fait pour déclarer un lien capitalistique au niveau agence, il y a le replay, il ne faut pas hésiter à repasser dessus. On a pas mal de questions. On va les prendre. Juste pour rappel, j'ai pas mis la bonne slide, mais je vais me mettre dessus. Et donc Emma va charger la documentation directement dans WebIKO, vous pouvez récupérer. On a bien sûr tout ça qui est détaillé dans l'aide en ligne, donc il ne faut pas hésiter. Et en plus de ça, on a des sessions de questions-réponses sur 3 sujets spécifiques. La déclaration de la mise à disposition. Donc ça, c'est demain à 11h. On a les groupements sirènes après-demain, donc jeudi à 10h30. Et on a les liens capitalistiques à 9h30 vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est limité à 300 personnes parce que là, le but, c'est vraiment question-réponse. Donc, en gros, on lit vos questions et on essaye d'apporter une réponse pour que justement tout le monde puisse avoir les infos qu'il souhaite. Du coup, j'essaye de regarder les questions. Alors, la question de Mickaël, il n'est pas possible de valider la déclaration des liens, valider et griser. Je pense que, Mickaël, il faut que vous cochiez « Je certifie sur l'honneur » pour pouvoir activer le bouton « Valider ». Sandrine, je n'ai pas encore ce nouvel onglet. Est-ce normal? Je suis admin. Alors, le nouvel onglet, il n'y a pas de nouvel onglet, hein, c'est un nouveau menu. Et ce menu va dépendre de vos droits cochés. Et oui, ça peut être normal parce que admin collaborateur, c'est pas forcément quelqu'un qui a tous les droits en termes de vision. Donc, vérifiez bien les droits que vous avez. Donc, soit reportez-vous à l'aide en ligne, qui pour moi est quand même ultra pratique, soit sinon replay du webinar. Et je fais un petit arrêt sur les droits qu'il faut venir paramétrer. Donc de souvenir, je l'ai oublié, gestion interne, je crois, paramétrage, et il y a un droit gestion des groupements notamment. Céline, bonjour, je n'ai pas son onglet de regroupement sirène de proposer. Même remarque que Sandrine. Alors, Cécile, j'ai des dossiers n'ayant pas le même SIRET mais appartenant à la même holding. Donc, ça, c'est pas simple parce qu'on se rend compte qu'il y a un télescopage des sujets. Sur ce sujet de groupement sirène, ce n'est pas grave en fait. Ce qu'on va vous demander, c'est juste de vérifier qu'il y a bien un lien de détention supérieur à 50%. Et si c'est le cas, vous le renseignez dans le formulaire Excel et vous remplissez la certification sur l'honneur. Comme l'a dit François, faites-le à partir du moment où vous êtes sûr de dépasser les 250 salariés pour profiter du tarif supérieur à 250. J'espère que j'ai bien compris la question, Cécile, au cas où vous la reposez. Marlène, j'ai pas d'onglet regroupement sirène non plus, alors que je suis bien responsable sur ce. Vérifiez vos droits. Pour moi, allez sur l'aide en ligne, vérifiez vos droits, qu'ils soient bien cochés. Ça sera vraiment le plus simple. Alors, déclaration sur l'honneur pour chaque groupe. Non, c'est déclaration sur l'honneur à chaque fois que vous mettez à jour les groupements de sirènes. Donc, vous pouvez en déclarer autant que vous souhaitez et faire une déclaration sur l'honneur. Par contre, dans l'État, en effet, et à chaque fois que vous allez déclarer sur l'honneur, que vous allez faire des modifications au niveau des groupes, on va vous demander de charger une nouvelle déclaration sur l'honneur. Comme je l'ai dit, on a cette déclaration sur l'honneur, elle est valable 3 mois. Donc, si jamais vous avez des erreurs ou un petit oubli, vous pouvez charger la même parce que voilà, vous êtes rendu compte de ça le lendemain ou 2 semaines après, il n'y a pas de problème. Isabelle, dans l'affichage état d'avancement de nos dossiers, il y a un affichage groupe que nous utilisons pour une autre action en interne au cabinet. Faut-il supprimer ce que nous avons mis en place? Alors non, ne supprimez pas ce que vous avez mis en place. Cette notion de groupe, en effet, existe, mais elle n'a aucun impact sur la facturation. Donc, tout le paramétrage que vous avez fait sur ça ne jouera pas au niveau de la facturation. Typiquement, ça peut avoir un impact sur l'affichage, vous savez, au niveau de l'agenda de MySilae, l'agenda des congés absences, mais ça ne va pas avoir d'impact sur la facturation. Donc, si le groupe est de supérieur à 250, comme le disait François, n'hésitez pas à faire cette déclaration de groupement sirène. Et récupérer les infos, c'est pas perdu. En fait, on s'est posé la question de transformer cette fonctionnalité de groupement client
en une fonctionnalité de groupement client qui permettrait également de facturer correctement. Mais il y a beaucoup d'usages. Donc, même si 90% des cabinets l'utilisent à cette fin de groupement client, on sait qu'il y a des cabinets ou des intégrateurs qui l'utilisent pas pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une autre fonctionnalité qui vient en plus pour ne pas mettre à risque les organisations, vos analytiques, si par cas, vous n'utilisiez pas les groupements clients comme de vrais groupements clients, mais à d'autres fins. Donc, c'est pour ça que c'est une autre fonctionnalité. Pour autant, vous pouvez très bien exporter depuis le PRM l'état de vos groupements clients, la fonctionnalité qui était déjà en place, et vous en servir pour enseigner la déclaration des liens capitalistiques. Vous allez gagner du temps, mais c'est bien deux fonctionnalités différentes. Guillaume, peut-on transmettre plusieurs déclarations subjectives de groupement de sirènes? Donc oui, comme je l'ai dit, en fait, vous n'êtes pas limité dans la déclaration. Vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. S'il y a des mouvements de base, etc., il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit avec François, c'est qu'il faudra bien sûr la joindre d'une déclaration sur l'honneur à chaque fois. Et on préfère que ça soit une nouvelle déclaration sur l'honneur quand il y a des changements. S'il y a une erreur de votre côté et que vous en rendez compte 2 jours, 3 jours après, vous pouvez recharger la même puisqu'on considère que votre déclaration est valable 3 mois. Oui. Et si vous avez plusieurs agences, évidemment, chaque agence va s'occuper de faire ses regroupements clients. Et donc, si, je sais pas, le lundi, l'agence de Roubaix a fini le travail, vous pouvez la charger. 3 jours après, l'agence de Reims a fait l'exercice et vous l'envoie. Vous rechargez les deux. Donc, vous pouvez le charger en plusieurs fois, c'est pas un problème. On prendra à la fin la photo finish, en fait. Alors, peut-on transmettre oui, donc ça, j'ai répondu. Apparemment, je suis allé beaucoup trop vite et je suis désolé. Le replay, à mon avis, va être là pour aider. Pouvez-vous reprendre la notion de gestion interne? Ça serait bien que je repartage peut-être la vidéo. Je pense que c'est ça ce qui est attendu, c'est ça. Donc, hop. Non, je pense que c'est les PEI. Ouais, je suppose, ouais. Donc, je vais revenir sur ça. Donc, en fait, vous avez l'onglet gestion interne qui est ici. Cet onglet, vous l'avez que si, bien sûr, vous avez les droits au niveau des collaborateurs. Et donc, quand vous rentrez dans le dossier, vous avez ici gestion interne. Vous avez à gauche gestion des clients. Et donc, c'est là, en fait, que vous trouvez dossier interne. Et en cochant ça, je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le petit i qui est juste à côté, vous avez l'explication des conditions de l'offre PEI, donc pour équipement interne. Il y a une question de Moïse qui est super intéressante. 250 salariés en paye ou des sociétés du groupe? Donc déjà, c'est 250 bulletins, d'accord? C'est ça qui fait le décompte, et c'est le cumul des sociétés que vous avez déclarées comme du même groupe via la gestion des groupements de sirènes. Alors, où pouvons-nous retrouver la liste de nos dossiers en mise à disposition? Très bien, ça c'est analyse de l'activité. Donc pareil, il faut avoir les droits. Vous le voyez en haut à droite, on va y aller, voilà. Vous allez ensuite dans dossier. Vous avez analyse des dossiers, que vous voyez ici. Et derrière, vous allez avoir dans le menu conformité, dossier selon le mode de gestion, externalisation, mise à disposition. Vous cliquez ici, et là, ça vous affiche directement par agence une analyse du coup de vos dossiers selon le mode de gestion. Et vous pouvez les changer depuis cet écran-là. Encore une fois, tout ça, c'est disponible sur l'aide en ligne. Les lignes sont grisées, je coche... Gabriel, les lignes sont grisées, je coche, j'atteste sur l'honneur, mais la coche valide n'apparaît pas. Je pense qu'il faut aller consulter l'aide en ligne. Vous avez le principe, on a essayé d'exposer le principe. On va pas pouvoir hotliner, j'ai envie de dire les 3 fonctionnalités, mais l'aide en ligne est vraiment bien renseignée, c'est live. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous pourrez contacter notre support, mais c'est des histoires de droit. Et vous avez souvent la même question, donc je pense que c'est bien des histoires de droit, et la réponse est dans l'aide en ligne. Mais alors, on a souvent la question, et elle revient ici aussi. Merci de nous dire où est la grille de tarification. On a eu beaucoup la question. On avait déjà beaucoup eu la question
sur le précédent web séminaire. Donc, la grille tarifaire, elle est dans votre annexe 3 du contrat, qui est disponible dans votre espace partenaire. Donc, elle ne s'appelle pas grille tarifaire, c'est l'annexe 3 qui porte tous les tarifs de Silae. Donc, c'est une annexe de votre contrat qui est disponible dans votre espace partenaire sous l'onglet contrat, je crois. Tout à fait. J'essaye de ressortir la slide qui indique tout ça, mais là, tu me prends un peu de cours et je pense que je vais pas y arriver. Peut-être. Je vais arriver peut-être. Non, je ne l'ai pas. Je suis désolé. Ouais, le mieux, c'est si vous rencontrez. Non, pardon, je l'ai. Tac, allez ici. Je vous partage ça de suite et on va finir sur ça. Hop, donc pour accéder à tout ça, vous avez toutes les infos qui sont récapitulées ici. Donc en fait, c'est le signataire du contrat SaaS qui a normalement reçu ses accès. Si jamais il a oublié son mot de passe, il peut faire directement une demande via l'URL que vous voyez ici. Si jamais il a perdu son login, le mieux, c'est d'envoyer un mail à contact@silae.fr. On pourra lui partager son login pour qu'il réinitialise son mot de passe. Et si ce n'est pas la bonne personne qui a un accès, c'est quelque chose aussi qu'on peut venir modifier. OK, on a fini avec les questions favoris. Je suppose que vous avez beaucoup de questions par la suite. On a les sessions qui sont dédiées du coup à la mise à disposition, au lien capitalistique, au groupement de sirènes. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Et là, on va plutôt rentrer dans ce sujet-là de questions-réponses. Il y a Emma qui a partagé un lien d'enquête. On vous invite à y répondre, notamment pour savoir si on a été clair ou pas et s'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. On sait que c'est un sujet quand même pas facile. On n'est pas sur le meilleur timing de l'année non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un feedback là-dessus et on sera preneur d'améliorer le prochain format pour la prochaine fois. Voilà. Ou s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas.